Le matin de Noël est censé être un moment de chaleur, n'est-ce pas? Comme une odeur de pain d'épices, d'aiguilles de sapin et ce murmure paisible de la convivialité familiale. Mais pour moi, Noël a commencé à ressembler davantage à une engelure, un froid rampant, insidieux et impossible à ignorer. J'ai 36 ans aujourd'hui, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à prétendre que le fait d'être exclu ne me faisait rien, que les liens familiaux n'étaient pas censés vous étrangler. Mais cette année, quelque chose s'est brisé. Ou peut-être que cela a simplement révélé ce qui était déjà rompu depuis longtemps. Je m'appelle Mathieu. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3. Il y a moi, puis ma sœur Léa, 33 ans, et notre frère cadet Théo, 29 ans. En grandissant, j'étais le calme de la famille, pas timide exactement, mais toujours celui dont on attendait qu'il soit compréhensif. Quand Léa piquait des crises de colère, on me disait d'être patient. Quand Théo ratait un examen ou rayait la voiture de papa, on me disait, ne sois pas trop dur avec lui, Mathieu, il cherche encore ça. Voix. C'était la bande-son de mon enfance. Tu es le responsable. Tu es le facile. Tu es celui pour qui on n'a pas à s'inquiéter. À un moment donné, ce n'était plus un compliment, mais une mise à l'écart. J'ai quitté le domicile familial à 18 ans pour faire mes études à Paris et je n'y suis jamais vraiment revenu. J'ai travaillé dur, j'ai fondé ma propre entreprise dans la French Tech. Et après avoir frôlé le burn-out à 30 ans, je l'ai revendu pour une somme plus importante que ce dont j'aurais jamais besoin. J'ai gardé mon succès sous silence, pourtant. Pas d'annonce fracassante, pas de Porsche dans l'allée. Ce n'est pas mon genre. Je conduis toujours une vieille Volkswagen de 10 ans, je porte mes vêtements jusqu'à ce qu'ils déteignent, et je n'ai jamais mentionné à ma famille que je suis techniquement multimillionnaire. Pas parce que je voulais les tester ou par goût du mélodrame, mais parce que je savais au fond de moi que l'argent changerait leur regard sur moi, et pas en bien. Léa, en revanche, a toujours tout misé sur le paraître. Elle ne vit que pour ses stories Instagram. De brunchs familiaux improvisés où tout le monde porte mystérieusement des tenues coordonnées. Elle documente sa vie comme s'il s'agissait d'un téléfilm de Noël, tout n'est que sourire calculé et coussin de saison. Elle est mariée à Julien, qui est tout aussi obsédé par les apparences. Ils ont 2 enfants. Sacha, 6 ans, et Zoé, 4 ans. Léa les appelle ses « miracles » et insiste pour que nous les appelions « les loulous », ce qui, honnêtement, me donne un peu la chair de poule à chaque fois. Théo, lui, plane. C'est la meilleure façon de le décrire. Un mois, il vend de l'immobilier, le suivant, il fait de l'aménagement paysager, le mois d'après, il lance un podcast sur la masculinité bienveillante qui disparaît après 3 épisodes. Il a toujours eu du charme. Pourtant, cette façon aisée et désarmante de faire en sorte que tout le monde se sente la personne la plus importante de la pièce. Ça marchait sur mes parents. Ça marche toujours, pour être honnête. Nos parents, Françoise et Jean-Pierre, sont, disons, compliqués. Ma mère est le genre de femme qui se dit, brutalement, honnête, alors qu'elle est simplement impolie. Mon père est plus effacé, mais tout aussi passif-agressif. Ils partent d'une bonne intention, ou du moins ils s'en convainquent. Mais au fil des ans, leurs oublis accidentels ont commencé à paraître très intentionnels. Comme lorsqu'ils ont oublié de me parler de la fête de fiançailles de Théo, puis ont insisté en disant qu'ils pensaient que je ne pourrais pas venir de toute façon. Ou quand je leur ai offert un voyage à Bordeaux pour leur anniversaire de mariage et qu'ils ont passé tout leur temps à poster des photos avec la légende « Merci à notre merveilleuse Léa d'avoir organisé cela, comme si je n'existais pas. » Mais ce Noël était différent. J'habite à Paris depuis 5 ans, mais j'ai acheté un chalet juste à côté d'Annecy l'été dernier, un endroit avec de grandes baies vitrées, une cheminée majestueuse et assez de place pour que tout le monde se rassemble.
Confortablement. J'ai pensé, peut-être bêtement, que cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau, une nouvelle tradition. J'ai proposé le chalet à la famille comme lieu potentiel pour Noël dès le mois de septembre. J'ai même envoyé des photos par mail. Personne n'a répondu. Puis, en novembre, maman a mentionné l'air de rien que Léa avait proposé de recevoir cette année. C'est plus logique avec les enfants, a-t-elle dit. J'ai acquiescé, je lui ai dit que je comprenais, mais au fond de moi, quelque chose s'est fissuré. J'avais proposé de recevoir. J'avais déjà décoré ce maudit chalet. J'avais bloqué toute la semaine dans mon calendrier. Mais une fois de plus, mon geste a été traité comme accessoire. Pourtant, je me suis dit que ce n'était pas grave, que je pouvais passer Noël seul, peut-être inviter quelques amis, faire des raquettes. Commencer une nouvelle tradition. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. J'ai même envoyé des cadeaux chez Léa pour les enfants. Emballés, étiquetés, sans histoire, juste pour qu'ils sachent que je n'avais pas disparu. Et puis le matin de Noël est arrivé. Je buvais mon café devant le feu, regardant la neige tomber devant ma fenêtre à Paris, quand mon téléphone a vibré. Léa m'avait identifié sur une photo Instagram. La légende disait « Matin de Noël avec toute la famille ». Quel bonheur! J'ai fixé l'écran pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Ils étaient là, mes parents, Léa, Julien, Théo, les enfants, et même ma tante Monique que je n'avais pas vue depuis des années, assis autour d'une immense cheminée que je ne connaissais que trop bien. Parce que c'était la mienne. Ils étaient dans mon chalet, chacun d'entre eux. Je ne leur avais pas donné le code. Je ne leur avais même pas dit que je n'y serais pas. Je n'avais jamais dit qu'il était disponible, mais d'une manière ou d'une autre, ils étaient entrés, s'étaient installés comme chez eux, puis avaient publié des photos comme s'il s'agissait d'une réunion de famille normale. J'ai zoomé sur la photo. Mes coussins, mon tapis, la tasse dans la main de mon père avait une ébréchure sur le bord là où je l'avais fait tomber le mois dernier. Ce n'était pas une coïncidence. C'était délibéré. La colère est montée lentement. Comme une casserole qui se met à bouillir. D'abord l'incrédulité, puis l'humiliation, puis quelque chose de plus profond, la trahison. J'ai fait défiler le reste de la publication de Léa. Des dizaines de photos. Les enfants ouvrant des cadeaux sous mon sapin. Maman et Léa faisant des biscuits dans ma cuisine. Théo portant un toast avec l'un de mes verres à whisky en édition limitée. Pas un SMS, pas un appel, pas une seule mention du fait qu'il utilisait mon espace. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Au lieu de cela, j'ai pris une inspiration, j'ai ouvert les commentaires et j'ai tapé « Magnifique ». Juste pour info, le chalet où vous êtes m'appartient. Les locataires emménagent le 3 janvier. Puis j'ai envoyé. 3 minutes plus tard. La publication disparaissait. Le silence qui a suivi était assourdissant. Et puis mon téléphone a commencé à vibrer. 61 appels en l'espace d'une heure. 14 messages vocaux, tous de mes parents, de Léa, de Théo, et même de Julien. Les SMS pleuvaient comme de la grêle. Mathieu, on peut parler? Pourquoi as-tu fait ça? Ne gâche pas tout pour les enfants. C'était juste un malentendu. Mais l'était-ce vraiment? Je suis resté debout dans mon salon silencieux, fixant le vide tandis que mon téléphone vibrait sur le comptoir de la cuisine. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti éveillé. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne laisserai pas passer ça. Pas cette fois. Pendant les premières heures, j'ai ignoré les appels. J'ai retourné mon téléphone, laissant le bourdonnement devenir un bruit de fond, et j'ai essayé de calmer la tempête qui grondait dans
ma poitrine. Mais quand les messages vocaux ont commencé à s'accumuler, 14 à la fin de la journée, j'ai su que je devais les écouter. Pas parce que je voulais faire la paix, mais parce que j'avais besoin de savoir jusqu'où allait la trahison. Le premier était de ma mère. Sa voix était mielleuse, douce, mais teintée de cette pointe d'agacement que je ne connaissais que trop bien. Mathieu, chéri, je pense qu'il y a un énorme malentendu. Nous pensions que tu ne venais pas. Et Léa a dit que ce serait bien d'utiliser le chalet. Tu n'as jamais dit que tu l'utilisais, et ce n'est pas comme si nous avions cassé quelque chose. S'il te plaît, ne surréagis pas, rappelle-moi. Le second était de mon père, sa voix grave et rigide. Mathieu, ce n'est pas une façon de gérer les choses. Une famille discute de ces choses-là. Ne ramène pas tout à une question de propriété. Rappelle-nous. Puis est venue Léa. Oh mon Dieu, Mathieu. Sérieusement? Tu vas vraiment mettre des locataires dans le chalet après Noël? Sans prévenir? Tu nous as pris de court. Tout le monde est bouleversé, surtout les petits. Sacha a pleuré. Zoé a demandé pourquoi oncle Mathieu était méchant. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais c'est tellement égoïste. Celui-là m'a presque fait rire. J'étais égoïste parce que je récupérais mon propre espace. Après qu'il s'y soit faufilé en douce, est organisé une fête et l'est étalé sur les réseaux sociaux comme un conte de fées familiales dont j'aurais été trop sans cœur pour faire partie. Le message de Théo était court. Mec. Je ne sais pas c'était quoi ce commentaire, mais il faut que tu te détendes. Tu ne venais même pas. Personne ne pensait que ça te dérangerait. Ne coupe pas les ponts pour ça, frère. C'est Noël. Ce message vocal a été le déclic. Toute ma vie, j'avais été détendu, laissant couler les choses, avalant ma peine, riant. Des affronts comme s'il ne s'agissait que de simples excentricités familiales. Mais là, ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas un problème d'emploi du temps. C'était toute ma famille décidant que je n'avais pas d'importance. Pas assez pour m'inviter, pas assez pour me demander, pas même assez pour m'informer. Et après, il m'appelle égoïste. Je n'ai pas répondu ce jour-là, ni le lendemain. J'ai fait mes valises et je suis resté chez moi. Quand j'ai relevé mon courrier, il y avait une grande enveloppe qui m'attendait. Un courrier recommandé d'une agence immobilière d'Annecy. Confus, je l'ai ouverte. C'était un contrat de location pour le chalet signé par Léa. Le nom du locataire avait été rempli. Léa Reynolds. Durée du bail, 1 an. Date de début, 15 décembre. Mes mains ont commencé à trembler. Une note de l'agent immobilier était jointe. Merci d'avoir finalisé cela. Nous avons reçu le bail signé et les doubles des clés de la part de votre sœur la semaine dernière. Nous sommes ravis d'avancer dans ce partenariat de gestion locative. Veuillez nous indiquer quand vous souhaiteriez recevoir les informations pour le virement direct des revenus locatifs. Partenariat de revenus locatifs. J'ai fixé les documents pendant un long moment. L'esprit en ébullition. Léa s'était fait passer pour moi. Elle avait contacté l'agence que j'avais mentionnée l'air de rien des mois plus tôt quand j'expliquais que j'envisageais peut-être de louer le chalet pendant la saison 2. Ski. Elle leur avait donné le code d'accès, avait fait faire des doubles des clés, et avait même rempli les papiers à mon nom. Le bail était techniquement nul plus qu'il n'y avait pas ma signature, mais l'audace de la chose me sidérait. Elle avait planifié cela. Toute cette réunion de famille dans mon chalet n'était pas un miracle de Noël spontané. C'était orchestré, et il n'avait jamais prévu de me le dire. Je suis allé directement au bureau de mon avocate le lendemain matin. Maître Valérie est mon avocate en droit immobilier depuis des années. Calme, directe et farouchement compétente. Quand je lui ai montré le bail, elle a sifflé doucement. C'est à la limite de la fraude, a-t-elle dit.
en feuilletant les pages. C'est clairement une usurpation d'identité. Elle a de la chance que l'agence n'ait pas encore viré de fonds, sinon elle serait encore plus mal. Je ne savais même pas quoi dire. Je suis resté assis là, agrippant le bord de la chaise comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Valérie s'est penchée en avant. Mathieu, je sais que c'est la famille, mais tu dois décider jusqu'où tu es prêt à aller. On peut arrêter ça, mais ça risque de devenir moche. Moche? Ce mot a résonné dans ma tête toute la journée parce que les choses étaient déjà moches. Elles l'étaient depuis des années. C'était juste la première fois que je ne pouvais plus prétendre le contraire. Je n'ai pas appelé ma sœur. Je ne l'ai pas confrontée. Je voulais l'entendre de sa bouche. Je voulais voir si elle allait me mentir en face. Alors, quand maman a rappelé son 4e appel de la journée, j'ai décroché. Allô, ai-je dit froidement. Oh, chérie, a-t-elle soufflé comme si nous étions sur le point de nous réconcilier. Je suis si contente que tu répondes. Je me suis inquiété à en être malade. Vraiment, ai-je demandé. Parce qu'on dirait que vous êtes tous bien amusés. Il y a eu un silence. Ce n'était pas personnel. Mathieu. Tu es toujours si occupé. Et Léa, elle avait tout prévu. Prévu? Ai-je dit, la voix se serrant. Donc tu savais que c'était mon chalet. Un autre silence. Eh bien, oui, mais elle a dit que tu ne l'utilisais pas. Et elle pensait que ce serait agréable pour tout le monde. Elle a aussi signé un bail, ai-je ajouté. Silence de mort. Elle a fait quoi? A chuchoté ma mère. Elle a soumis un faux bail à une agence de location, ai-je dit, forçant le calme dans ma voix. En utilisant mon nom, mon adresse. Elle leur a donné des clés, des codes, l'accès à une propriété qui m'appartient. Ce n'est pas possible, a dit maman. Léa ne ferait pas ça. Elle l'a fait. Encore un silence, puis, eh bien, peut-être qu'elle pensait que tu avais changé d'avis. Tu n'as jamais dit que tu l'utiliserais. Je n'ai jamais dit que vous pouviez l'utiliser, ai-je hurlé. Encore moins le louer. Est-ce que tu réalises à quel point c'est délirant? Elle a poussé un soupir. Exaspéré. Tu exagères tout, Mathieu. C'est la famille. Parfois, on fait les choses de manière informelle. Imiter ma signature n'est pas informel, maman. C'est illégal. Elle a fait claquer sa langue contre ses dents. Pourquoi es-tu si dur? C'est Noël. C'était encore là. Cette vieille culpabilité. Mais elle n'a pas fonctionné cette fois-ci. Parce que vous avez tous fait un choix. Ai-je dit. Vous avez choisi d'agir dans mon dos. Vous avez choisi de m'effacer, alors ne me parlez pas de Noël. J'ai raccroché. Et c'était là. Dernière fois que je lui parlais cette semaine-là. 3 jours plus tard, Théo a débarqué à Paris. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé là, un sourire moutonnier sur le visage, les mains enfoncées dans les poches d'un blouson en cuir beaucoup trop cher. Mec, a-t-il dit. Parlons un peu. Je n'ai pas bougé. Comment as-tu su où j'habitais? Léa, a-t-il dit sans ciller. Elle a dit que tu te serais calmé d'ici là. Je me suis écarté, pas parce que je voulais lui pardonner, mais parce que j'avais besoin de réponses. Nous sommes assis dans mon salon. Je ne lui ai pas proposé à boire. Théo a regardé autour de lui. C'est sympa ici. Je ne savais pas que tes affaires marchaient si bien. Ça m'a agacé. Je garde mes affaires privées. Ouais, on voit ça. A-t-il dit. Il y a eu un long silence. Je ne savais pas pour le bail? A-t-il fini par dire. Je te jure. Je pensais que tu la laissais utiliser.
L'endroit. Et tu ne trouvais pas ça bizarre que je ne sois pas là, ai-je demandé. Que je n'ai rien posté, ni appelé, ni ne sois venu? Il a haussé les épaules. Je me suis dit que tu faisais encore ton truc en solo. Tu es difficile à cerner, mon vieux. Je n'ai pas répondu. Théo s'est penché en avant. Écoute, je comprends. C'était nul. Mais tu sais comment elle est à. Elle pense que tout lui appartient par défaut. Ça a toujours été comme ça. Elle a franchi la ligne. Je sais, ai-je dit rapidement. Et elle le sait, mais si tu portes plainte ou si tu la poursuis en justice ou quoi que ce soit, maman va faire une dépression. Papa aussi. Tu vas faire exploser la famille pour ça. Ils l'ont déjà fait exploser, ai-je dit. Il s'est frotté la mâchoire. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je ne vais pas passer l'éponge. Il est reparti peu après. Il n'a pas discuté. Il ne s'est pas excusé non plus. Mais plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS de Léa. Théo m'a dit que tu étais sérieux. Mathieu, tu ne vas pas vraiment ruiner notre famille pour un chalet. Tu as toujours eu un penchant pour le mélodrame, mais là c'est trop. Laisse tomber. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé une seule phrase et j'ai envoyé. J'ai laissé tomber beaucoup de choses, Léa, mais pas ça. Et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Les retombées n'ont pas été bruyantes. Ce n'était pas une chute fracassante comme dans les films. Pas de confrontation dramatique sous la pluie. Pas de table renversée lors des dîners de famille. C'était plus calme que ça, plus étouffant, comme la lente propagation d'un courant d'air froid sous une porte. Le genre de silence qui bourdonne en arrière-plan et vous donne des démangeaisons. Pendant les semaines suivantes, la discussion de groupe familiale est devenue muette. Non pas que je m'attendais à des applaudissements pour m'être enfin défendu, mais ce silence parfaitement synchronisé était déstabilisant. Personne ne disait un mot. Pas même les messages passifs-agressifs habituels après une dispute. C'était comme si j'avais été découpé proprement, comme du gras sur de la viande. Toujours techniquement là. Mais pas désiré. Janvier est arrivé vite et le chalet d'Annecy a résonné du bruit des déménageurs. J'y suis retourné 2 jours pour superviser la transition. Carton, signature, état des lieux, clé remise à de nouveaux locataires. J'ai changé les codes de la porte, mis à jour l'annonce auprès d'eux. L'agence de gestion sous mon nom uniquement, et retiré tous les doubles des clés. J'avais tout verrouillé, au sens propre comme au figuré. Et pourtant, l'endroit sonnait creux. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'ai réalisé, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, que la version 2. La famille que je poursuivais n'existait pas. Pas vraiment. Cela avait toujours été une illusion fragile, scénarisée, retouchée sur Photoshop par des gens qui souriaient de toutes leurs dents pour la carte de vœux et vous effaçaient de la photo dès que cela devenait gênant. Je me suis assis seul dans le chalet ce soir-là, le dernier soir avant l'arrivée des locataires, sur le sol, enveloppé dans une couverture, buvant un thé qui avait un goût de papier. Les meubles avaient été nettoyés, les décorations rangées. Ce n'était plus chez moi, et bizarrement, cela rendait le départ plus facile. J'ai réalisé que je ne voulais pas que cet endroit soit un sanctuaire au pardon. Je ne voulais pas qu'il reste vide, à attendre une famille qui ne frapperait jamais. Alors, j'ai arrêté d'attendre. Les mois suivants ont été calmes, mais pas vides. Je me suis jeté dans le travail, non par fuite, mais par conviction. Je jouais avec une idée. Depuis des mois, quelque chose lié à la technologie mais de plus personnel, une plateforme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs qui ne venaient pas de milieux favorisés ou de grandes écoles d'élite.
Des gens comme moi, des bâtisseurs discrets, des esprits négligés, ceux dont on attend qu'ils comprennent pendant que les autres accaparent les projecteurs. J'ai commencé à l'esquisser lentement, méthodiquement. Des nuits tardives, des matins précoces. Je n'en ai parlé à personne. Je n'avais pas besoin d'applaudissements cette fois-ci. Il y a quelque chose d'étrange à travailler dans le silence après des années à essayer d'être entendu. Au début, c'est désorientant. On se demande si on est en train de disparaître, mais ensuite, cela devient un pouvoir. On commence à faire les choses pour soi. Pas pour la validation, pas pour prouver quelque chose, juste parce que c'est important. J'ai construit une équipe de base, 2 designers, un ingénieur back-end, un responsable de communauté. Tous des freelances avec qui j'avais déjà travaillé. Nous l'avons appelé la forge. Parce qu'il s'agissait de construire, de façonner, de forger quelque chose de réel. Le soir, je marchais simplement dans mon quartier à Paris. Pas d'écouteurs, pas de distraction. J'avais besoin d'apprendre à être seul. Sans me sentir puni. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas vues depuis des années. Le trottoir inégal près de la boulangerie du coin. Le vieil homme au bonnet bleu qui me saluait toujours. Le chat qui semblait posséder tout le pâté de maison. Le monde était là depuis le début. Je regardais simplement ailleurs. J'ai aussi commencé une thérapie. Pas à cause du chalet, pas à cause de Léa, mais parce que j'ai réalisé que j'avais porté trop de choses pendant trop longtemps en appelant cela de la force. La thérapeute Mara était une femme douce et réfléchie qui demandait très peu lors des premières séances. Juste assez pour me laisser vider mon sac. Des souvenirs. D'avoir été ignoré, écarté, utilisé. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. La semaine dernière, a-t-elle dit un jeudi. Vous avez dit, je suis celui qui n'a jamais eu besoin de rien. Pensez-vous que c'était vrai? J'ai haussé les épaules. Je pense que c'est ce qu'il voulait croire. Elle a hoché la tête lentement. Et vous, que vouliez-vous? C'était une question si simple. Mais je n'avais pas de réponse. J'ai commencé à écrire dans un journal après ça. Pas tous les jours, juste quand c'était trop lourd. J'ai écrit des choses que je n'avais jamais dites à voix haute. Comme à quel point j'avais toujours détesté être l'enfant facile. Qu'il n'était pas facile d'être silencieux. Que cela faisait mal d'acheter des cadeaux dont personne ne se souvenait, d'envoyer des messages auxquels personne ne répondait. D'être présent et d'être invisible. J'ai écrit sur le chalet. J'ai écrit sur Noël. J'ai écrit sur la nuit où j'ai vu la publication Instagram et comment le silence qui avait suivi avait semblé plus bruyant que n'importe quelle dispute. Et lentement, si lentement, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Pas exactement de la paix, mais de la clarté. J'ai réalisé qu'il ne me manquait pas. C'était l'idée d'eux qui me manquait. La famille que j'avais construite dans ma tête, celle qui s'en souciait, qui appelait, qui venait sans qu'on lui demande. Cette famille n'existait pas. Peut-être qu'elle n'avait jamais existé. Et faire le deuil de cette idée, comme d'un décès, était curieusement guérisseur. Une nuit de février, j'ai reçu un message de Julien, le mari de Léa. Et mec. Je sais que les choses sont tendues. Je voulais juste que tu saches que je n'étais pas au courant pour l'histoire du bail. C'était tout Léa. On ne voulait pas te blesser. J'ai fixé le message pendant un long moment. Il n'y avait pas d'excuse, juste une discrète tentative de se dédouaner. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro d'Annecy que je ne connaissais pas. J'ai laissé un message vocal. Bonjour Mathieu, c'est Madame Girard de l'école primaire. Les Glycines.
Je vous appelle parce que Zoé vous a inscrit comme contact d'urgence dans son dossier scolaire. Il n'y a pas de problème, juste une mise à jour administrative, mais nous voulions confirmer si cette information est toujours exacte. J'ai écarquillé les yeux. On ne m'avait même pas dit que j'étais sur la liste. Il m'avait mis comme roue de secours sans me demander. Toujours utile, hein? Je n'ai pas rappelé. J'ai transféré le message vocal à Léa avec une seule ligne, retire-moi de la liste des contacts de l'école. Immédiatement. Pas de réponse, bien sûr. La forge a été lancée en avril. Un lancement discret. Sur invitation uniquement. Nous avons commencé avec un petit groupe de jeunes diplômés et d'indépendants. Beaucoup venaient de milieux défavorisés, des étudiants boursiers, des gens qui montaient des entreprises discrètes depuis leur chambre d'étudiant ou leur cuisine. Nous n'avons pas fait le buzz. Nous n'en avions pas besoin. Mais les gens nous écrivaient de longs messages de gratitude, de soulagement. Enfin quelque chose de construit pour les gens comme moi. J'ai sauvegardé chaque mail, j'en ai imprimé quelques-uns. J'en ai encadré un. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. Il n'aurait pas demandé de toute façon. Une nuit de mai, Théo m'a de nouveau envoyé un message. Pas de salutation, juste une capture d'écran d'un post Facebook familial. Mes parents avaient publié des photos du brunch de la fête des mères. Léa, ses enfants, mes parents, des ballons, un gâteau, des légendes sur les bénédictions. Je n'y étais pas. Je n'étais plus mentionné. Sous l'image, Théo avait écrit « Tu en as vraiment fini avec eux ?» J'ai regardé l'écran un moment. Puis j'ai répondu « Je pense qu'ils en ont fini avec moi depuis longtemps. Je ne fais que rattraper le train. » Il n'a pas répondu. Cet été-là. Je suis retourné au chalet, pas pour y rester, juste pour vérifier que tout allait bien, faire un peu d'entretien saisonnier. Les locataires étaient partis pour le week-end. C'était encore calme. J'ai parcouru les vieux sentiers où je randonnais enfant, j'ai vu mon souffle dans la brume matinale, j'ai écouté la façon dont les arbres ne demandaient rien à personne. En partant, je me suis arrêté dans une petite boutique de souvenirs au bord du lac. Un panneau sculpté a attiré mon attention. On pouvait y lire « La famille n'est pas ceux dont on vient. C'est ceux qui se tiennent à vos côtés quand vous arrêtez d'essayer de mériter leur amour. » Je l'ai acheté et je l'ai accroché dans l'entrée de mon appartement. La fois suivante où mon téléphone a sonné avec un nom de la famille, j'ai laissé sonner. Je n'ai même pas tressailli parce que je ne tombais plus. Je grimpais, et je commençais à apprécier la vue. Ce qui est drôle avec la clarté, c'est qu'une fois qu'elle s'installe, on commence à voir des schémas qui étaient là depuis le début. Les petites choses que j'avais l'habitude d'excuser. Les commentaires ambigus de ma mère. Les plaisanteries cinglantes de Léa. Enveloppées dans un « mais je plaisante ». Les disparitions de Théo dès que les choses devenaient gênantes commençaient à ressembler moins à des dérapages isolés qu'à un plan d'ensemble. Un système soigneusement équilibré où je jouais un rôle, le personnage de second plan, le fiable, celui qui ne ferait pas d'histoire. Et tant que je restais dans ce rôle, tout roulait pour eux. Mais maintenant, j'étais hors du cadre et ils ne savaient plus quoi faire. Début juin, j'étais dans un endroit tout à fait différent émotionnellement, mentalement et même physiquement. J'avais emménagé dans un nouveau loft près du canal Saint-Martin. Briques apparentes, larges fenêtres, une vue sur l'océan. Penchais un peu la tête. Ce n'était pas extravagant, mais c'était à moi. Pas de clé partagée, pas de sourire forcé pour des photos de groupe, juste la paix. J'avais aussi pris le temps de revoir certaines questions juridiques. Le chalet, par exemple. Après l'incident du faux bail, j'avais mis à jour les registres de propriété pour tout acheminer via une société de portefeuille que j'avais
Discrètement créé, appelé Luroud Venture. Mon nom n'apparaissait plus nul part publiquement sur le titre de propriété. Les taxes foncières, les factures, les contrats, tout pointait vers Luroud. Si quelqu'un venait fouiner, il se heurterait à un mur. Juste une société écran dans une chaîne d'autres sociétés. Pourquoi? Parce que je voulais voir si Léa tenterait encore quelque chose. Et j'avais le pressentiment qu'elle le ferait. Mes instincts ont été confirmés quand j'ai reçu un mail du gestionnaire immobilier fin juillet. Bonjour. Mathieu. Je voulais juste confirmer quelque chose d'étrange. Une femme nommée Léa Reynolds a envoyé un mail demandant à récupérer l'accès à la gestion du chalet. Elle a prétendu être la propriétaire et a envoyé une fausse facture d'électricité comme preuve. J'ai pensé que vous devriez le savoir. J'ai fixé le mail. Elle essayait donc toujours, s'accrochant toujours à l'illusion que si elle pouvait convaincre quelqu'un, n'importe qui, qu'elle avait un droit sur mes biens, je finirais par céder. Mais je ne cédais plus. J'ai répondu, merci de m'avoir signalé cela. Veuillez me transférer le mail et joindre une copie au journal des incidents. Je m'occupe du reste. Puis j'ai contacté Valérie, mon avocate, et nous avons rédigé une mise en demeure. Pas seulement pour Léa, mais pour chacun d'entre eux. Voyez-vous, plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point le sentiment d'impunité était profond. Ce n'était pas seulement le chalet. C'étaient les dizaines de petites choses qui s'étaient accumulées au fil des ans. Les forfaits téléphoniques que je payais depuis la fac. La carte de crédit pour laquelle j'avais été caution pour Théo et qui était toujours utilisée. Le compte Netflix partagé dont j'étais toujours celui qui payait l'abonnement alors que je n'étais pas le bienvenu à Noël. Je voulais que tout soit coupé. Alors je me suis assis devant un tableur et j'ai commencé à faire le compte. Pas seulement l'argent, mais les habitudes, les connexions, à quel point j'étais le plan B, le donateur silencieux, l'agent d'entretien émotionnel qui ramassait les pots cassés après le passage de tout le monde. À la fin de cette semaine-là, j'avais une liste et un plan. Cela a commencé par un désengagement silencieux. Premièrement, j'ai bloqué la carte de crédit partagée. J'ai envoyé un mail poli. À Théo, cette carte est désactivée. Tous les soldes restants sont à ta charge. Désormais, s'il te plaît, ne me contacte pas pour le paiement. Je ne couvrirai plus rien. Deuxièmement, j'ai débranché les comptes de streaming familiaux. Netflix, Amazon Prime, Spotify, et même le compte de la caméra de surveillance que j'avais configuré pour la maison de papa et maman quand ils n'arrivaient pas à comprendre comment l'installer. Troisièmement, je me suis retiré de toutes les listes de contacts d'urgence, des écoles, des médecins, et même du vétérinaire. Du chien de Léa. Oui, d'une manière ou d'une autre, je m'étais retrouvé listé là. Aussi. Quatrièmement, j'ai finalisé les papiers pour que Luroud Venture soit le propriétaire officiel de mes 3 biens, le chalet, mon loft et un petit duplex que j'avais discrètement acheté comme investissement. Tout était géré par un trust, tout était blindé. Mais il ne s'agissait pas seulement de leur couper les vivres. Je voulais qu'ils comprennent. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, je les ai invités à déjeuner. Tous. Dans une brasserie calme du centre de Paris, un de ces endroits aux boiseries sombres, aux serviettes en lin et aux serveurs qui ne notent rien. J'ai réservé un salon privé, juste au cas où les voix monteraient ou que les vérités soient enfin entendues. Léa est arrivée la première, bien sûr, pile à l'heure et déjà agitée. Elle portait son uniforme de maman BCBG parfait, cardigan beige doux, pendentif en or, lunettes de soleil surdimensionnées sur la tête comme une couronne. Elle a regardé autour d'elle comme si le lieu lui appartenait et m'a peine adressé un regard quand je me suis levé pour l'accueillir. Puis vint Théo. Avec 10 minutes de retard, sentant vaguement le parfum coûteux et l'insouciance
Et enfin mes parents, ma mère en perles et rouge à lèvres pastel. Mon père silencieux et indéchiffrable comme toujours. Nous nous sommes assis. Personne n'a commandé. Ils attendaient que je parle. Je ne me suis pas pressé. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'il devienne pesant. Puis j'ai joint mes mains et j'ai dit, je voulais dire quelque chose. Une fois. Juste une fois. Et je voulais que vous l'entendiez tous en même temps. Léa a levé les yeux au ciel. Mathieu, si c'est encore à propos du chalet. Ce n'est pas seulement à propos du chalet, ai-je dit calmement. C'est à propos de tout. Ils m'ont fixé. J'ai continué. Pendant des années, j'ai laissé couler. J'ai payé. Je suis venu. Je ne me suis pas plaint. Je pensais que c'était ça, la famille. Mais maintenant je réalise que ce n'était qu'une permission. Une permission pour vous tous de continuer à prendre et à prétendre que c'était normal. Ma mère a froncé les sourcils. Ce n'est pas juste. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être exclu de Noël dans ma propre maison. Ce qui n'est pas juste, c'est de me faire traiter d'égoïste parce que je réagis à une fraude. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être traité comme un groupe électrogène de secours dont personne ne veut jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Théo a bougé nerveusement sur sa chaise. Léa a croisé les bras. J'ai sorti un petit dossier et je l'ai fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait un récapitulatif imprimé de tout ce que j'avais désactivé, transféré, retiré ou fermé. Ce n'était pas dramatique, juste des faits. Voici les comptes que j'ai fermés, les cartes que j'ai annulées, les contrats que j'ai transférés. À l'avenir, je ne suis plus votre filet de sécurité. Je ne suis plus votre sponsor, et je ne suis plus votre bouc émissaire. Léa a ricané. C'est une vengeance? Un trip de pouvoir? Non, ai-je dit. C'est la liberté. La vôtre et la mienne. Mon père a enfin pris la parole. Fils, ça semble un peu radical. J'ai croisé son regard. Non, papa. Ce qui était radical, c'était d'imiter mon nom. Ce qui était radical, c'était de m'évincer des vacances et de faire semblant d'être choqué quand je ne voulais pas financer les prochaines. Ils ne se sont pas excusés. Je ne m'y attendais pas. J'ai payé l'addition sans un mot et je suis parti. Je n'ai jamais pensé que cette conversation les changerait. Mais j'en avais besoin. Pas pour tourner la page, mais pour y voir clair. Et cette clarté m'a donné un élan incroyable. La Forge a pris son envol cet été-là. Nous avons fait venir de nouveaux mentors. Des entrepreneurs autodidactes, des investisseurs qui avaient bâti leur fortune sans diplôme de grande école ou piston. Nous avons conclu des partenariats avec des universités locales et des incubateurs. Nous avons lancé un podcast. J'ai même donné quelques interviews, anonymement au début, puis sous mon vrai nom. L'une d'elles a fini dans une newsletter économique à laquelle Léa est abonnée. Elle ne m'a pas contacté, mais 2 semaines plus tard, j'ai reçu une demande de connexion LinkedIn de Julien. Pas de message, juste un geste silencieux pour tenter de rétablir un lien. Je n'ai pas accepté. Pas encore. Parce que je n'avais pas fini de construire quelque chose qui m'appartenait. Quelque chose dont il ne pourrait pas s'attribuer le mérite. Quelque chose qu'il ne pourrait pas détourner ou transformer en séance photo. Quelque chose qui n'était pas un chalet, ou un brunch familial, ou un dîner d'anniversaire où personne ne se souvenait de mon nom. C'était à moi. Et le plus beau, c'est qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. La vengeance, j'en suis venu à le réaliser, n'a pas toujours besoin de ressembler à un incendie. Elle n'a pas besoin d'être bruyante, cruelle ou enveloppée dans des mises en scène mesquines. La vengeance la plus satisfaisante est calme, chirurgicale, le genre de choses qui ne demandent pas d'applaudissements, mais ne laissent aucune place au
Déni. Et au final, la mienne n'était pas seulement une question de revanche. C'était mettre un point final à une phrase qu'il ne m'avait jamais laissée. Terminé. En septembre, la forge était passée d'un petit cercle de mentorat à quelque chose de bien plus vaste. Nous avions attiré l'attention de quelques business angels. Pas parce que je cherchais de l'argent, j'en avais assez, mais parce qu'ils croyaient en notre mission. Nous n'aidions pas seulement les nouveaux entrepreneurs, nous leur apprenions à naviguer dans un système qui avait ignoré des gens comme nous pendant trop longtemps. Nous leur montrions comment construire quelque chose sans nom de famille connu, sans oncle riche, sans filet de sécurité. Au milieu de toute cette croissance, quelque chose de poétique est arrivé. J'ai reçu un appel d'une association à but non lucratif, avec laquelle j'avais travaillé auparavant. Des subventions pour les petites entreprises tenues par des parents isolés, principalement des femmes, souvent oubliées. Ils perdaient leur financement et un contact commun a dit qu'ils cherchaient quelqu'un pour intervenir discrètement, aider à restructurer le conseil d'administration et offrir un soutien opérationnel. Pas de fanfare? Juste quelqu'un qui savait reconstruire. J'ai demandé la liste des membres du conseil d'administration. Le nom de Léa y figurait. Apparemment, elle y siégeait. Depuis 2 ans. Un visage de la communauté, l'appelait il. Elle aidait. Avec les réseaux sociaux, les événements de collecte de fonds, les dîners de donateurs, surtout des choses de surface. Mais elle était douée pour jouer le rôle de l'avocate parfaite, l'esthétique de l'entrepreneuse maman inspirante. J'ai demandé une réunion discrète. La directrice exécutive, Dana, m'a rejoint pour un café. Je lui ai expliqué qui j'étais. Je lui ai parlé de la forge. Je n'ai pas du tout mentionné Léa. Dana, il s'est avéré, avait entendu parler de notre plateforme. Elle a souri de toutes ses dents. Nous essayons de construire quelque chose de similaire en interne, a-t-elle dit. Mais nous n'avons ni la technologie ni le personnel. J'ai proposé mon aide. Je n'ai demandé aucun salaire, aucun titre, juste un contrat de consultant qui me donnerait accès à la structure opérationnelle de l'organisation. Un pied dans la porte. Elle a dit oui. Et juste comme ça, je suis entré dans le monde de ma sœur, mais pas comme un frère, comme l'homme qu'elle n'avait pas vu venir. Au cours des 6 semaines suivantes, j'ai travaillé en silence. J'ai revu les budgets. J'ai optimisé les flux de travail. J'ai animé un atelier virtuel sur les stratégies de financement qui a attiré plus de monde que n'importe lequel d'eux. Leur dîner de donateurs précédent. Dana était ravie. Le conseil d'administration aussi. Ils m'ont proposé un siège officiel. J'ai accepté. Léa ne savait même pas que j'étais impliqué. Nous étions comme des navires se croisant dans des boîtes mail adjacentes. Elle pensait toujours que j'étais juste ce geek à Paris. Puis vint le gala de bienfaisance annuel, un événement prestigieux, grand lieu, bar ouvert, vente aux enchères silencieuses. Tous les bons hashtags. J'ai été invité en tant que membre du conseil d'administration. Elle aussi. Je n'ai pas confirmé ma présence. Au lieu de cela, j'ai demandé une faveur à Dana. J'ai proposé de parrainer l'événement de manière anonyme, location de la salle, traiteur, technique. Aucun nom sur les bannières, pas de discours, juste une petite demande, je voulais m'occuper de la vidéo de remerciement aux donateurs. Elle a accepté. J'ai fait appel à un ami vidéaste. Nous avons rassemblé des témoignages des membres de la Forge, des histoires de gens qui avaient transformé un petit projet en boutique, qui avaient payé leur loyer grâce à leur première mission en freelance, qui n'avaient plus à choisir entre la crèche et la poursuite d'un rêve. J'ai fait la narration moi-même, calme, simple, sans vantardise, juste la vérité. À la fin de la vidéo,
un écran noir est apparu avec un texte blanc, cet événement a été rendu possible par un investisseur silencieux, quelqu'un qui croit aux secondes chances, même quand les autres ne se souviennent que de la première. Erreur. La salle était plongée dans un silence de mort quand la vidéo s'est terminée. Je le sais parce que Dana me l'a raconté. Léa était à la table d'honneur. Elle a applaudi poliment. Puis Dana est montée sur scène pour son discours. Elle a remercié le conseil. Elle a remercié les mentors. Et puis, l'air de rien, elle a dit, nous sommes particulièrement reconnaissants envers notre nouveau conseiller opérationnel, Mathieu, dont la plateforme La Forge est désormais un partenaire officiel, et dont la générosité a rendu cette soirée possible. Le visage de Léa, m'a dit Dana plus tard, s'est transformé en pierre. Je n'étais pas seulement apparu, j'avais construit quelque chose sous son nez et j'avais soutenu la communauté même qu'elle prétendait défendre, sans son aide, sans son approbation, sans jamais demander une place à sa table. Soigneusement mise en scène. Elle n'est pas venue me voir ce soir-là. Elle n'a pas envoyé de message. Mais 2 jours plus tard, elle démissionnait du conseil d'administration. Aucune explication, aucun poste d'adieu, juste parti. Et c'est là que l'effet papillon a commencé. Une fois que les gens ont réalisé qu'elle n'était pas impliquée dans la forge, et qu'elle ne l'avait jamais été, ils ont commencé à poser des questions, surtout certains des plus gros donateurs. L'une d'elles m'a contacté directement. Nous avons toujours supposé que vous étiez partenaire, a-t-elle dit. Elle le laissait toujours entendre. Elle laisse entendre beaucoup de choses, ai-je répondu avec un sourire. La fois suivante où j'ai entendu parler de Léa, ce n'était pas un message. C'était un podcast. Un de ces shows sur le mode de vie où elle était invitée pour un épisode sur la gestion des dynamiques familiales toxiques. Elle racontait une petite histoire bien léchée sur la trahison d'un frère qui utilisait son succès pour saboter son travail communautaire. Elle n'a jamais dit mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Mais je n'ai pas répondu parce que je n'en avais pas besoin. Pendant qu'elle enregistrait son récit calibré, j'étais en train de conclure un partenariat avec un incubateur universitaire qui allait donner accès à la forge à 1200 étudiants chaque année. De vraies personnes, de vrais changements. Théo m'a recontacté en novembre. Cette fois, c'était différent. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je voulais juste dire que je crois que je comprends maintenant ce que ça fait d'être mis à l'écart. Les choses sont bizarres ici. Maman et papa me parlent à peine, sauf s'ils ont besoin de quelque chose. Léa m'ignore complètement. Ça craint. J'ai fixé son message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, je ne suis pas heureux que tu souffres, mais je suis content que tu commences à voir les choses. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, on peut se parler un de ces 4? Juste. Nous deux. J'ai dit oui parce que tous les ponts n'ont pas besoin d'être brûlés. Certains ont juste besoin de nouveaux architectes. Quant à mes parents, le silence s'est étiré jusqu'à l'hiver. Pas d'appel, pas de carte. Pas même un tag passif-agressif sur Facebook. Et pourtant, je me sentais plus léger que je ne l'avais jamais été. J'ai fêté les fêtes avec quelques amis proches, ceux qui étaient devenus ma famille de cœur. Nous avons cuisiné, nous avons ri, je les ai reçus dans mon loft, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de vérifier mon téléphone pour des messages familiaux obligatoires parce qu'aucun n'arrivait. Et j'étais enfin en paix avec ça. Puis, le matin de Noël, mon téléphone a vibré. Pas un appel, mais une photo. Un SMS de Théo. Lui et sa petite amie, quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de chaleureux, souriant devant un petit sapin, tenant des tasses avec écrit « Nouveau départ » en lettres dorées. En dessous, il avait écrit « Pas
De drame familial cette année, juste de la paix. J'espère que tu as trouvé la tienne aussi. J'ai souri. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était sincère. Parce que la vengeance n'est pas toujours une question de destruction. Parfois, c'est une question de réappropriation, se réapproprier son espace, se réapproprier sa paix, se réapproprier la version de soi-même qu'ils ont essayé de vous convaincre d'oublier. J'ai regardé autour de moi, mon chez-moi, ma vie. Moi-même, et j'ai su que je ne m'étais pas seulement éloigné. Je m'étais élevé.